Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal. Et moi, en écrivant, parce que c'est le récit pas le récit d'une rupture, mais pour faire l'histoire très courte, c'est une femme qui sent le besoin d'écrire sur ce qui fait, comment ça se fait que on vit des histoires d'amour alors qu'on sait au bout de la première heure de rencontre que ça ne marchera pas, cette histoire-là, mais on s'entête parce qu'on veut être aimé à tout prix, puis on veut pouvoir aimer encore. Et donc, c'est l'autopsie d'une relation qui est amoureuse, on va dire. Et donc, d'où la difficulté d'aller dans l'autofiction de manière frontale avec un « je », parce que là, j'implique quelqu'un d'autre. Parce que, puis ça, il y en a des autofictions qui impliquent, mais moi, je me sentais pas capable de le faire. Pas ça. Je voulais pas le faire. Donc, je me distancie, je mets à troisième. Je mentionne même pas le nom de la ville, rien. Je fais exprès comme pour effacer toutes les traces. Mais ça n'en demeure pas moins qu'on le sait. Avec la phrase que tu as citée, juste impossible. C'est donc, je dis d'emblée en commençant, ce que vous allez lire, by the way, c'est mon histoire. C'est ça, c'est que tu dis que tu dis pas je, mais que c'est je. Ben, c'est ça le truc ou la recette. C'est la magie de la Puis, littérature. C'est le seul de mes livres jusqu'à maintenant où j'introduis une ponctuation classique. C'est vrai, c'est un autre parce truc que dont je voulais les qu'on autres parle. livres, dans cette quête de forme, là, parce que c'est ça qui a fait aussi que avec La Dévorante... Bon, attends, je vais finir mon affaire de Ghomeshi. Là. Vas-y. On va parler de style et de ponctuation après. C'est ça, après. Absolument. C'est donc, en écrivant le livre, j'ai réalisé, parce qu'il y a eu l'affaire Ghomeshi à l'automne, que j'avais vécu un viol conjugal. J'ai pas écrit le livre pour parler de ça, mais en l'écrivant, j'ai réalisé que ce que j'avais vécu, ça portait un nom, et c'était ça. Et donc, c'est pour ça que l'écriture, des fois, nous entraîne, puis c'est pas un hasard si peut-être que le fait d'avoir pris cette distance-là face au personnage, à la narratrice, on va dire, au personnage, ça m'a permis de laisser émerger ça. Donc, oui. C'est pour ça que les choix formels, chaque livre et ça, c'est beaucoup dans l'esprit d'Annie Ernaux, puis ce qui m'a confortée, on va dire, c'est accepter cette idée-là que il faut prendre le temps de trouver la forme, la bonne forme pour ce qu'il y a à dire. Mais dans toutes tes œuvres, il y a un travail, tu as un style extrêmement singulier à chaque œuvre et singulier en général. Dans La Maîtresse, tu parles de ton rapport à la ponctuation. Ouais. C'est comme ça, la virgule, pour moi. Elle ralentit, elle stoppe l'élan, découpe la phrase déroulée comme une bobine de fil dans le labyrinthe. Et vous allez lire des extraits de Linda. J'essaie de vous trouver un autre exemple, mais souvent, moi, c'est là que je t'en ai parlé déjà, mais tu m'as rappelé Serge Doubrovski, qui est un auteur français décédé maintenant, qui a inventé le terme autofiction pour décrire ce genre littéraire-là où on parle au jeu, on écrit sa vie, mais c'est pas vraiment notre vie, bon, tout ça. Et donc, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de parenté entre vous deux. Je vais juste essayer de trouver un autre extrait pour que vous entendiez la musique. Ah oui, alors attendez, j'essaie de trouver parce que j'ai comme 25 pages d'extraits que j'ai recopiés pour me préparer mentalement à être à la hauteur de ton œuvre. Alors, un truc que je vous ai pas déjà lu, idéalement, hein? Et ben ça va nous amener vers un autre thème qu'on pourrait aborder après, dont on a parlé beaucoup aussi, qui est la haine de soi, qui est un de tes thèmes. Alors, je vous lis un extrait de Grosse. Et dans cet extrait que je vais vous lire, il n'y a pas de ponctuation. Donc, la ponctuation, c'est mon souffle de lectrice à moi qui le fait, puis si c'était vous qui lisiez, elle serait peut-être pas au même endroit. Hein? En fait, le problème n'est pas là, pas dans la photo, ni dans le passé, ni dans l'avenir. Il est dans l'œil qui regarde le corps, qui le surveille, qui le scrute, le fouille, l'examine, l'ausculte, le détaille, le réprimande, le sermonne, l'accuse, le déteste, le maudit, l'exècre, l'abomine, le dénigre, le condamne, l'agresse, le démolit jour après jour. Il faudrait peut-être qu'on m'arrache les yeux pour que je puisse enfin me trouver belle. Déjà, si c'est pas magnifique, ça, je ne sais pas ce que c'est. Et là, tu as choisi un extrait où il y a une longue, il y a même une énumération en plus de verbes, si on veut. Là, c'est encore plus...
plus exigeant, mais tu vois, quand j'ai fait le pari, ça vient avec La Dévorante, en fait. Et au moment où je commence à écrire La Dévorante, je me dis, j'enlève la ponctuation pour laisser mon souffle, tu sais, pour moi, la virgule, c'est un stopper. Pas la virgule, mais le point à la fin de la phrase. Puis la virgule, bien, c'est autre chose. C'est plus la respiration. Mais là, je décide, et j'écris ce premier livre-là, La Dévorante, on peut vous le montrer, qui, dans le fond, réunit des fragments qui portent tous un titre, des fragments qui ont 2 pages, 3 pages maximum. Et donc, je mets un titre, je commence avec une majuscule et je termine avec un point. Et au moment de l'écriture, je me dis, je la remettrai, la ponctuation, à la fin, je verrai. Puis Ah oui, tu t'étais dit ça? Ah oui, je m'étais dit je vais suivre mon élan, mais après ça, je vais Exactement, c'était pour moi très... museler. Je me disais, c'est pour pas stopper cet élan. J'avais comme... C'était comme... J'avais de quoi sortir, fallait que ça sorte. Fait que là, tu sais, laisse faire la ponctuation. Et puis, après, c'est parce que quand tu fais sauter la ponctuation, tu es obligé de travailler le rythme. Et là, la musique du texte apparaît pour les poètes dans l'assistance. Et donc, et moi, je suis très proche de la poésie aussi. Fait que c'est ça ça a comme travaillé mon écriture, somme toute. Et puis, à un moment donné, j'ai fait un test avec une de mes sœurs qui n'est pas du tout littéraire, et je lui ai fait lire les 50 premières pages, puis j'ai demandé, est-ce que tu as de la difficulté à le lire? Parce que moi, je me disais, pas de ponctuation, elle va peut-être trouver que c'est incompréhensible. Et là, elle me dit, ah ouais, c'est vrai, il n'y a pas de ponctuation. Ça ne l'avait pas du tout dérangé, parce que justement, la phrase est là quand même, et il y a un rythme, et ça m'a encouragée, et j'ai continué à travailler de cette façon-là avec la maîtresse ensuite. Dans Monstera, j'ai réintroduit la ponctuation, parce que là, c'était un texte qui était écrit presque au bord du silence. Il y avait trop de choses que je craignais de dire, il y avait comme un tabou, alors j'avais besoin justement de contenir le récit, alors que quand tu fais sauter la phrase, il se passe une autre chose. Il se passe autre chose. Puis tu vois, là, le projet sur lequel je travaille en ce moment, c'est une longue phrase qui dure tout le récit, mais avec de la virgule. Bien, il y a de la virgule, c'est ça que je trouve fascinant. Fait que c'est autre chose. Ce que je trouve fascinant quand on peut aborder l'œuvre complète d'un auteur ou d'une autrice comme ça, c'est de voir justement ton rapport à la respiration, à la ponctuation, au rythme. Et par exemple, l'extrait que j'ai lu de Grosse, c'est vrai que c'est une énumération, donc c'est comme un martèlement. Donc, tu sens presque, en tout cas, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont des complexes quand ils se regardent dans le miroir. Je pense qu'on en a à peu près tous, mais on a l'impression des coups de marteau puis qu'on se recroqueville, là, sous la haine de soi, puis qui est martelée. Donc, l'absence de ponctuation et l'énumération, les deux ensemble rendent de manière encore plus viscérale le sentiment de la narratrice et le sentiment de la lectrice ou du lecteur, parce qu'on est tous probablement un peu passés par là. Mais je sais pas, il y a peut-être des gens ici qui se trouvent super beaux, puis tout quand ils se réveillent le matin, ils se peuvent plus de se voir dans le miroir, mais je suis pas sûre que ce soit la majorité d'entre nous. Je sais pas si on peut dire ça, mais non, hein? En tout cas, moi, c'est pas vraiment mon cas. Puis c'est intéressant ce que tu dis, parce que au moment où ce livre-là sort, c'est le début d'une espèce de campagne de sensibilisation. On a vu d'autres livres apparaître ou des panels de discussion autour de la question de la grossophobie et tout. Puis bon, j'ai évidemment été invitée à en parler parce que mon livre est sorti à ce moment-là. C'est ce qui fait qu'on a parlé davantage, on pourrait dire, de celui-là, parce que le thème était présent, on peut dire, dans l'actualité. Mais ça m'a un peu dérangée. On oublie ça, justement, parce que oui, le titre, c'est Grosse, mais c'est comme un statement, là, comme une déclaration, absolument. comme je sors du placard, mais en même temps, c'est comme une forme d'assumation, mais aussi,
il n'est pas juste question, ça parle à quiconque, justement, porte sur soi-même un regard. C'est ça, On c'est est la tous, haine de tous soi. tellement exigeants. Tu sais, on est dans une société où le désir de perfection est présent et on n'est jamais assez parfait, on n'est jamais assez correct. Tout le monde a une difficulté, pas tout le monde, mais oui, à différents degrés, je dirais. Et donc, à ce compte-là, ça parle ça parle à quiconque s'est déjà détesté en se regardant dans le miroir ou en se voyant en photo. En tout cas, quiconque a un regard impitoyable sur soi-même, mais je pense que ça nous est tous arrivé à un moment ou l'autre. Oui. Donc, mais tu brisais quand même un tabou. Je veux bien croire qu'il y avait une mode à ce moment-là, mais tu vas très loin parce que tu dépasses la question de est-ce qu'il faut être gros ou mince, combien il faut peser. C'est pas ça. C'est vraiment, quand tu dis il faudrait qu'on m'arrache les yeux pour que je me trouve belle, ça n'a rien à voir avec la question du poids. Là. Ça a à voir avec la question du regard que la société nous amène à porter sur nous-mêmes. Et même, tu vois, le premier extrait que j'ai recopié pour stimuler notre discussion, comme si on avait besoin de stimulation, toi et moi, quand on parle. On n'est pas arrêtable en général, mais le premier que j'ai recopié, tu vois, il vient de La Dévorante et tu parles de ménopause. Ah oui, dont on parle peu en roman. Je vais juste le lire. Oui. C'est encore un extrait sans ponctuation, donc je vais mettre mon propre souffle personnel. Alors... Les graines de lin et le lait de soja tous les matins avant quoi que ce soit d'autre pour célébrer le grand désordre hormonal. Le corps ne fait plus les choses comme avant, c'est tant mieux, se dit le cœur, qui a pompé son lot de grosses peines d'amour, de grosses peines. L'amour est tranquille, ça nous laisse un peu de temps pour refaire nos forces. Je n'ai pas écrit le dernier mot pourtant. Oui. Est-ce que tu as le goût de réagir à l'extrait, mais aussi à cette question? Donc, dans La Dévorante, tu travaillais encore, tu avais 50 ans. Tu disais que tu as commencé à 50 ans à publier, ce qui est jeune. Qui est jeune, l'âge étant une chose très relative. Là. Mais ce que j'ai aimé, c'est que j'étais une jeune autrice... au moment où je publie, mais j'avais 50 ans quand même. Mais une jeune autrice en ménopause ou en préménopause. Mais bref, on tu parles de ça aussi. C'est important, mais on en parle peu. Oui, on en parle peu. Ni d'andropause, d'ailleurs. Moi, j'ai discuté avec des amis hommes dans la cinquantaine récemment et j'ai appris toutes sortes de choses sur ce qu'ils vivaient dont j'avais jamais entendu parler. Je pense qu'on en parle peut-être même encore moins. Oui, il est question du vieillissement aussi, on pourrait dire, dans La Dévorante, du célibat à 50 ans. Ça aussi, le célibat à 30 ans, c'est pas le même qu'à 20 ans, mais encore moins à 50, puis encore moins à 60, parce que, c'est à l'époque, on se ramène, on est en 2011. C'est ça, on en parlait encore moins qu'aujourd'hui. Ah oui, puis Tinder n'existait pas, là, c'était le réseau Contact là, à l'époque. Et donc, on a une narratrice qui cherche l'amour et qui est confrontée à ça, mais déjà une narratrice qui est aussi en train d'écrire et qui est une prof. Donc, c'est toujours la même narratrice, mais c'est là où... Elle n'a pas de prénom, mais t'es comme le Serge de Serge Dubrovski, un personnage qui s'appelle Serge, qui est dans qui est le jeu de ses autofictions, disons. Oui, effectivement. Et 2011, donc, c'était pas le premier livre que tu écrivais, mais je ne sais pas comment s'est passé le début de la publication. Quand tu as commencé à publier à 50 ans, tu étais une primo-romancière. Oui. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui fait que celui-là... Est-ce que c'est le premier que tu as montré à des éditeurs? Est-ce que... C'est le premier qui a été accepté. Bon, après, on pourrait glisser moi aussi après de ton travail avec Éric Simard, qui est ton compagnon et éditeur, compagnon éditorial, pas compagnon dans la vie intime, mais on parle très peu en général du travail qu'on fait avec les éditeurs. Mais donc, c'est très important. C'est très important, parce que ça a été le début du travail avec lui. Oui. La Dévorante. Peux-tu nous raconter puis comment ça s'est Éric, passé? que je connaissais par ailleurs parce que dans ma vie de prof, j'avais fait du théâtre avec les jeunes et puis lui, il s'était retrouvé à Sherbrooke et puis je l'avais connu dans le milieu du théâtre, Éric, et puis là, il était en édition et... Bon, c'était pas mon premier choix au sens où je nommerai pas la maison, mais j'avais envoyé mon texte à une maison d'édition qui m'avait dit « Ouais, c'est bien écrit, mais bon... c'est pas tout à fait ça. Bon, puis c'est correct, là, dans le fond. Moi, je pense que c'est important de trouver aussi son éditeur. Absolument. Mais avant ça, j'en ai écrit plusieurs que j'ai
parfois mené à terme, d'autres fois pas mené à terme. C'est un peu ce que j'expliquais tantôt parce que je me faisais harakiri avant la fin, là, tu sais, j'étais dans un syndrome d'imposteur trop grand, j'avais l'impression, c'est toujours la question, à partir du moment où je me suis mis à écrire à partir de ma propre réalité, bon, ça va intéresser qui, cette histoire-là, tu vois, et tu laisses tomber et tu fais autre chose. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a eu la crise de la quarantaine avant la cinquantaine, où là, tu te dis à toi-même, bon, mais moi, c'est quoi que je voulais faire de ma vie déjà? Ah, ouais, c'est vrai, je voulais être écrivaine. Ouais, il faudrait que je m'y mette sérieusement. Et là, à partir de l'âge de 40 ans, j'ai produit ce roman-là, La promesse de l'opium, qui était de l'autofiction déjà, mais que finalement, peut-être que, bon, les gens ne le connaissent pas nécessairement, mais je l'avais envoyé aux éditions 3. Anne-Marie Alonso m'avait répondu en disant « Ah, wow! Elle m'avait fait des commentaires en me disant des suggestions, puis en me disant qu'elle serait intéressée à me relire après le retravail. Et là, à ce moment-là, j'ai fait un compagnonnage littéraire avec un écrivain. J'ai retravaillé ce manuscrit-là et je me suis inscrite après en création littéraire à l'université. Mais là, on m'a demandé de travailler un recueil de nouvelles, donc j'ai délaissé ce roman-là. Dévié. Ouais. Et là, j'ai été ramenée encore dans la fiction. Et je me rappelle d'avoir dit à ma directrice de thèse, qui est une personne que j'adore, que j'aime bien, lors d'un événement l'été où j'ai écrit La Dévorante. Et là, elle entend un des premiers fragments de La Dévorante, puis elle s'étonne, elle dit « Ah, c'est étonnant ce que tu as écrit là. » Et là, je l'ai regardé, j'ai dit « Tu sais, là, un pommier, là, ça fait des pommes. » Ça fait pas des bananes. On devrait vraiment garder cette phrase en mémoire. Mais non, mais c'est vrai. Ça fait des pommes. Fait que quand je lui dis ça à elle, je suis pas sûre qu'elle se rappelle de ça, puis même que c'est très étonnant. Je sais pas comment elle a reçu ça, mais j'avais comme petit cri du cœur, là. C'était comme... C'est quoi cette maîtrise-là que j'ai fait un recueil de nouvelles qui était même pas bon, là, mais parce que c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Il fallait que je continue ma veine. Tu as été détournée. J'ai été détournée, tu sais. Donc, ça m'a fait prendre un petit retard, mais The Return of the Jedi, je suis revenue de plus forte encore avec La Dévorante. Sûr, La Dévorante, c'est ça que ça a donné. Je vous conseille vraiment de le lire. Et donc, là, tu as fait un nouveau manuscrit. Et comment tu t'es retrouvée? C'est chez Hamac, et chez Hamac comme les autres? Oui, c'est Hamac. Oui. Éric Simard, à ce moment-là, il a quitté Hamac, là, parce qu'il a une librairie aussi, la librairie Alors, la librairie du Square, sur la rue Saint-Denis. Oui, on y fait une publicité. Si vous croisez un beau jeune libraire adorable qui s'appelle Éric, avant du Square, c'est lui. Donc, lui a été éditeur. C'est un des éditeurs importants de sa génération et a travaillé avec Linda et avec d'autres, mais qui est vraiment quelqu'un d'une grande valeur. Il a travaillé avec Maude Veilleux, Fanny Desmeules, on est plusieurs. À ce moment-là, c'est lui qui a défini la collection Hamac, vraiment, qui était à l'origine chez la maison d'édition Septentrion, qui après ça est devenue une division de Septentrion. Et donc, j'ai fait mes 4 livres là, chez Hamac. Et puis, je dirais pas, le dernier date de 2018, d'où mon étonnement d'avoir ce micro au Salon du Livre de Montréal. Écoute, on a décidé qu'on n'était pas juste dans l'actualité extrême. Ça suffit. C'est très, très gentil de pouvoir exister. D'autant plus que moi, j'aime faire ça, mettre des auteurs sous la lumière. Mais justement, c'est à ton tour. Oui, ça m'arrive pas souvent. C'est un peu l'idée. Je pense que j'aime mieux ta position que la mienne. Mais de toute façon, dans 5 minutes, tu vas pouvoir respirer. C'est ça. Mais justement, il nous reste seulement 5 minutes. Donc, juste avant de voir si quelqu'un a envie de te poser une question. Donc, réfléchissez si vous avez une question pour Linda. Donc, juste pour dire, tu es en séance de signature juste après. Pour ceux, je vous conseille de vous garrocher pour aller acheter ces livres, n'importe lequel ou les 4, idéalement. Est-ce que tu te rappelles du numéro du stand de Hamac? Non, franchement. Okay. Je vais le chercher. 17-18. Le stand 17-18, c'est pas très loin. Je crois que c'est juste par là. Hein? Oh oui, par là-bas, oui. C'est ça. Donc, elle va être juste après, à 15h, elle va être en séance de signature si vous voulez non seulement découvrir ses livres, mais même avoir une dédicace avec ou sans ponctuation. Ah, sans ponctuation, fort probablement. Ça va être que parmi vous, il y aurait quelqu'un qui aurait une question à poser à Linda ou un commentaire ou...
En général, les gens sont timides. Ah! Oui! Ouais, viens, Claudon, oui. Madame t'apporte un micro. Merci beaucoup. Merci, Claude. Ah! Elle va l'ouvrir, c'est bon. Non, non, elle va l'ouvrir. C'est beau? Ah. OK. Mon commentaire va être par rapport à la non-ponctuation de grosse en particulier. Tantôt, tu as parlé, tu avais un passage, tu martelais, tu disais que c'était un peu comme un martèlement de sensations négatives. Mais moi, j'avais l'impression, je l'ai lu à voix haute 2 fois, le roman, donc Ouais. à table avec ma conjointe à l'époque. Puis c'était comme, j'avais l'impression d'un martèlement par le haut d'un autre qui voulait devenir un jeu, là, qui voulait sortir du Mais ça corps. dépend ça. des extraits, sans doute. Je vais voir si j'en ai d'autres. Ouais, Mais ouais. toi, tu sentais C'était vraiment comme quelque chose qui te un soulevait. jeu là, qui voulait, un peu comme une naissance en même temps, ou c'est un autre qui voulait devenir un jeu, l'inverse. Ah oui! Hein, il y a quelque chose qui veut, quelque chose en toi qui était refoulé négativement, mais qui en même temps voulait émerger en disant, ben c'est ça, je suis grosse. C'est comme un qui sortait, mais qui en même temps avait beaucoup de haine par rapport à cette réalité-là. Et c'est un livre qui est un souffle, qui est très proche de la poésie en ce sens. Oui, absolument. Et à mon avis, si on ne le lit pas à voix haute, on le perd en partie. C'est vrai. Il faut oser le lire à voix C'est haute. vrai. Mais je vais pour vous lire soi. un dernier extrait, mais aussi juste vous raconter qu'on a eu, Lettres québécoises, on a avec la revue, là, on a organisé un cabaret à l'automne au Festival international de littérature et Pascal Monpetit a lu un extrait de Grosse sur scène. Puis c'était absolument magnifique. C'est vrai qu'il y avait un souffle. Je vais vous lire, on va se quitter sur un autre extrait, mais qui est Est-ce vraiment... que tu veux que je le lise? Oui, c'est ça que j'allais te demander. Ben oui, j'aimerais encore mieux Attends. comme ça. Ouais. C'est sur l'écriture au jeu, mais il y a quelque chose de... La finale est magnifique, la finale de l'extrait. Je te laisse le lire, Linda. Ah, moi, ça, c'est mon vice, lire des textes. Je le faisais tellement à mes fait étudiants. lire tous les extraits non, depuis non, le non, c'est début. bon, mais j'ai tellement aimé ça dans ma vie, faire ça, la lecture. Je n'écris plus ce texte dans le but de me raconter. Je ne cherche pas non plus à témoigner de ma situation de femme aux prises avec un surpoids. J'écris pour dire la vérité. Je n'invente rien. C'est comme ça. Je ne vois pas l'utilité. Je ne fais pas de la littérature. C'est elle qui me fait, me structure, me construit, m'apprend à vivre. C'est à cause d'elle si je m'expose sans tricherie et que je prends tous les risques. C'est quand même un bon mot de la fin, je pense. C'est un hein? très bon mot de la fin. T'es bonne, Merci, Lika. Linda C'est Dion. moi qui te remercie Merci, vraiment. ben, bravo Linda. Donc, n'hésitez pas à aller la voir au stand Merci des éditions Hamac. d'avoir pris le temps de vous arrêter. Merci à tous de votre présence. Merci au Salon du Livre de nous avoir invités.